Les documentaires les plus troublants qui saisissent la réalité de la vie n'ont pas besoin de musique inquiétante ou de sujets effrayants. Les documentaristes n'ont qu'à pointer la caméra sur quelqu'un qui offre la vérité, une vision brute ou une perspective désensibilisée et désabusée. Numéro 20. L'imposteur, le documentaire de 2012 réalisé par Barr Layton, suit Frédéric Borden alors qu'il reconstitue comment il a trompé la police et le public en leur faisant croire qu'il était un garçon disparu d'Amérique, Nicolas Patrick Barclay. Le mensonge de Borden a commencé en 1997, 3 ans après la disparition de Nicolas. Depuis l'Espagne, il a appelé la police en disant avoir trouvé le garçon disparu dans une cabine téléphonique. À partir de là, Borden a trouvé la personne parfaite à imiter, même si lui et Nicolas ne se ressemblaient pas du tout et que Borden était bien plus âgé. Pour paraître crédible, il s'est teint en blond et a tout appris sur le garçon disparu. La famille Barclay a été informée et la mère de Nicolas est venue le chercher, reconnaissant l'homme comme étant son fils. Le documentaire s'appuie fortement sur des interviews, y compris avec l'imposteur lui-même. Le comportement détendu de Borden durant ces interviews a glacé le sang des spectateurs. Il y avait une sorte d'attitude désinvolte dans la façon dont il parlait de ce qu'il avait fait et de la manière dont il s'en était sorti. Une partie de son interview ressort vraiment. Borden a mentionné des moments où son comportement et son apparence étaient contestés. Pour convaincre les sceptiques, il a affirmé avoir été enlevé, maltraité et traumatisé durant sa disparition. Il a déclaré que les traumatismes et abus subis avaient grandement influencé son comportement et son apparence. Il confierait aussi aux documentaristes que Nicolas Barclay n'était pas le seul garçon qu'il ait prétendu être. Pendant une grande partie de sa vie, Borden aurait erré dans les rues et infiltré 140 foyers et refuges pour enfants différents, assumant l'identité de 500 identités fictives différentes, dont beaucoup étaient des garçons portés disparus. Numéro 19. Le réalisateur Karl Pfeiffer est à l'origine de la série documentaire étrange Hellier, sortie sous la bannière Planet Weird. Le documentaire cherche à disséquer la mystérieuse série de synchronicités qui a tourmenté Hellier, dans le Kentucky. Il suit une équipe d'enquêteurs paranormaux qui reçoivent un rapport lié à la rencontre de Kelly Hopkinsville en 1955. Ils reçoivent également une série d'emails d'un docteur, dont personne à Hellier ne semble avoir entendu parler, ainsi qu'une série de messages d'un mystérieux Terry Rizal. Le documentaire se concentre sur plusieurs événements paranormaux légendaires et cryptides, notamment les enfants de minuit, Injured Cold et Mothman. Ces messages, communications et récits ont conduit les enquêteurs dans le Kentucky, où ils ont mené plusieurs entretiens avec des habitants, des résidents, des témoins et des ufologues, chacun apportant un éclairage unique sur les événements étranges qui se déroulaient à Hellier. Bien que de nombreux habitants gardèrent d'abord le silence sur les affaires troublant la région. La situation devient préoccupante quand les documentaristes rencontrent Alan Greenfield. Greenfield est un ufologue autoproclamé et un occultiste qui fournit aux enquêteurs des détails troublants et un contexte historique sur l'étrangeté qui plane autour du Kentucky. Il avertit les enquêteurs que le phénomène ici est bien plus complexe qu'ils ne le pensent. Greenfield entraîne les enquêteurs dans une conspiration plus vaste qui a laissé les personnes impliquées quelque peu troublées. Il a expliqué comment le phénomène OVNI et les autres événements étranges sont liés par le code kabbalistique. Il a montré au réalisateur que le nom de la ville, Hellier, soumis à une variante spécifique de la Kabbale, donne le nombre 93. Ce nombre est significatif dans la téléma d'Aleister Crowley. Aleister Crowley était un occultiste et magicien anglais. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Greenfield parle aussi du Troisième Ordre, affirmant que les documentaristes étaient guidés par le Troisième Ordre, un prétendu groupe secret et avancé d'êtres qui opèrent dans l'ombre. Les témoignages de Greenfield ont transformé le documentaire d'une chasse aux fantômes en un récit bien plus troublant psychologiquement, mettant mal à l'aise enquêteurs et spectateurs. Numéro 18. La mini-série documentaire de 2021 Sasquatch suit le journaliste d'investigation David Holzhausen alors qu'il tente de découvrir la vérité derrière un crime non résolu, vieux de 25 ans, que les habitants relient au Bigfoot. L'histoire le conduit dans une ferme de cannabis au nord de la Californie où il apprend que 3 hommes ont été attaqués et mutilés par un Sasquatch sauvage. Le journaliste d'investigation retourne dans les forêts de Sequoia à la recherche de preuves qui pourraient le mener à la vérité sur ce qui est arrivé au groupe d'hommes cette nuit fatidique. Il tire sur les fils qui le mènent sur un chemin inexploré pour finalement obtenir bien plus que ce à quoi il s'attendait et découvrir des liens auxquels il ne s'attendait pas.
Le documentaire propose des interviews d'ex-policiers, de cultivateurs de cannabis, d'amateurs de Bigfoot et de faussaires du Sasquatch. Dans l'une des interviews, Holzhausen reçoit le récit d'une rencontre particulièrement troublante. Un ex-policier lui raconte une nuit où il est allé pêcher dans une rivière locale. Et alors qu'il s'adonnait à cette activité de loisir, une créature étrange est sortie des buissons. Il disait qu'elle avait des cheveux emmêlés semblables à des dreadlocks. La créature lui a lancé des pierres et poussé des cris stridents et hurlés. Pour appuyer ses affirmations, l'homme tremble visiblement et pleure même, semblant montrer une véritable peur d'un monstre qui pourrait exister ou non. Il pense clairement avoir vu quelque chose de terrifiant. Mais ce n'était pas le plus effrayant de la série documentaire. À travers d'autres interviews avec des informateurs, des cultivateurs de cannabis et des figures de l'underground, Holzhausen découvre que la véritable menace n'était pas une bête sauvage, mais que crimes et légendes de la forêt sont liés au club de motards Hells Angels. Les informateurs interrogés par les documentaristes ont révélé que ces fermes de marijuana isolées ont des liens avec ce club notoirement violent. Les Hells Angels, suggère le documentaire, pourraient jouer un rôle crucial dans ces opérations illégales, et c'est peut-être à travers ces individus que l'histoire du Sasquatch a vu le jour, dans l'espoir que la légende éloigne les visiteurs de leur syndicat. Numéro 17. Bienvenue dans l'endroit le plus effrayant sur Terre, pouvait-on lire sur l'affiche de la sortie en salle du documentaire américain de 2015 Le Cauchemar. Rodney Ascher emmène ses spectateurs dans un voyage intérieur, là où la paralysie du sommeil persiste. Le film se concentre sur plusieurs personnes qui vivent ce phénomène, où elles se retrouvent incapables de bouger, de parler ou de réagir en s'endormant ou en se réveillant. Fait inquiétant, nombre de ces événements s'accompagnent d'hallucinations physiques. Le documentaire révèle une hallucination partagée, l'homme au chapeau. Pour ce documentaire, où la science rencontre le surnaturel, Rodney Ascher fait intervenir 8 personnes ordinaires, qui souffrent toutes de paralysie du sommeil chronique. Tous ces interviewés ne se connaissaient pas avant d'être réunis sur le plateau. Séparément, ils ont parlé de leurs expériences, et à la fin, les spectateurs avaient reconnu un schéma de plus en plus troublant. Ils vivaient tous la même chose, malgré des vies très différentes. Dans ces entretiens, une entité commune émerge. On les appelle les Shadow People, la vision la plus marquante. Les personnes concernées les décrivent comme des hommes sombres et sans visage planant au-dessus d'eux, immobiles. Parfois, ils restent dans l'embrasure de la porte ou à l'autre bout de la pièce, observant et effrayant à distance. Plusieurs ont aussi rapporté avoir entendu des intrus agressifs entrer chez eux alors qu'ils étaient impuissants. Nombre d'entre eux ont vu des créatures semblables à des extraterrestres effectuant divers actes, du simple regard à la dissection. Les personnes interrogées ont rapporté avoir entendu un bruit statique assourdissant, de fortes détonations et ressenti une sensation d'écrasement. Leurs témoignages ont offert un aperçu d'un événement mystérieux et angoissant, laissant les spectateurs terrifiés. Le film porte un sentiment d'effroi insupportable. Numéro 16. Love Has Won, le culte de Merdieu, une série documentaire de 2023 produite par Hannah Olsen. Explore la vie et la mort d'Amy Carson, la dirigeante du culte Love Has Won. Le film raconte comment Amy affirme avoir vécu 500 vies antérieures et présente de nombreux entretiens avec d'anciens membres et des croyants actuels. Ce n'est pas le fait que la momie d'Amy ait été découverte exposée à Creston, dans le Colorado, en 2021, qui rend ce documentaire particulièrement troublant, mais plutôt le délire collectif auquel les membres du culte continuent de faire face aujourd'hui. Plusieurs adeptes ont parlé de ce qu'ils appelaient des figures galactiques, une forme d'êtres divins avec lesquels seuls les individus les plus éclairés peuvent interagir. C'étaient ces entités que les adeptes attendaient lorsque Carson est décédé. Mais selon les entretiens, ils ne croyaient pas à sa mort. Ils ont nié sa disparition, affirmant que Carson s'était simplement élevé. Ils disaient qu'elle était dans la 5e dimension et qu'elle avait emporté toute la souffrance humaine. Les adeptes insistent sur le fait que Carson est toujours activement présente aux côtés des figures galactiques, où elle est invitée à une réunion éthérique. Selon le déni post-mortem, c'était l'utilisation dangereuse de l'argent colloïdal. Selon les adeptes, Carlson a fortement promu et consommé ce complément alimentaire non approuvé, que les principales autorités sanitaires affirment ne pas être sûres pour la consommation. Dans le documentaire, les personnes interrogées ont expliqué comment ces avertissements ont été ignorés. Ils ont affirmé que Carlson croyait que l'argent colloïdal était un complément guérisseur.
Nous avons appris que l'ingestion chronique a conduit à l'argyrie. La peau, les organes et les yeux de la mère déesse devenaient ensuite bleus à cause de cela. La partie la plus troublante de ces interviews collectives était que les adeptes se contentaient d'observer les absurdités se dérouler et continuaient à suivre Carson, malgré sa santé déclinante, et même après sa mort, incapables de voir au-delà de la nature barbare de leurs croyances. Numéro 15. La série Wild Country de Netflix retrace l'ascension et la chute de Bhagwan Shree Rajneesh, de son assistante personnelle Ma Anand Sheela, et de la communauté Rajneeshpuram dans le comté de Wasco, en Oregon. Ce qui avait commencé comme une cité spirituelle utopique s'est rapidement transformé en scandale national. Wild Country est composé d'un grand nombre d'entretiens troublants, dont beaucoup ont été menés par l'assistante personnelle Mahanand Sheela, qui a été condamnée pour agression et tentative d'homicide en raison du rôle qu'elle a joué dans l'attaque biologique des Rajneeshis en 1984. Au cours de ces entretiens, elle affichait une attitude troublante de confiance et de calme inébranlable, ce qui la rendait encore plus inquiétante en raison des crimes pour lesquels elle a été reconnue coupable et des actes qu'elle a commis. Sheela ne semble pas avoir de remords, notamment en ce qui concerne la commune et ses crimes. Elle reste insensible et sans regret face au passé. Dans une interview particulièrement troublante dans Wild Country, Sheela fait la déclaration suivante devant la caméra, disant, je cite, « Vous dites à vos gouverneurs, vous dites à votre procureur général, et à tous vos porcs sectaires là-dehors, que s'ils touchent à l'un des nôtres, j'aurai 15 de leur tête, et je ne plaisante pas. » Même ici, le ton de Sheela était neutre et enthousiaste, et la menace était réelle. C'est l'ashram Rajneeshpuram, co-dirigé par Sheela, qui a délibérément contaminé les bars à salade de 10 restaurants de l'Oregon avec la bactérie salmonelle, dans le but d'incapaciter la population locale votante. L'attaque a rendu malade près de 800 personnes et selon Sheela, elle n'hésiterait pas à recommencer. Numéro 14. En 2019, Michael Beach-Nichols a sorti l'un des documentaires d'horreur les plus inquiétants. Wrinkle le Clown suit la carrière étrange d'un homme anonyme qui se fait appeler Wrinkles. Il vit en Floride et pour seulement quelques centaines de dollars, il effraie les enfants turbulents et apparaît dans les jardins de résidents sans méfiance. Il se décrit comme un clown sans-abri engagé par les parents pour effrayer les enfants. Il justifie son travail comme un moyen de gagner sa vie, mais lorsque des enfants commencent à disparaître de façon mystérieuse, l'atmosphère bascule vers un récit plus sombre. Bien sûr, il n'a jamais réellement accepté aucun des emplois que les parents lui avaient proposés. Les vidéos sont juste mises en scène pour accroître sa popularité. Wrinkles est un artiste de performance. Les cartes de visite et autocollants avec son numéro ont provoqué des centaines d'appels quotidiens. Le clown est devenu une légende. Les adolescents en font une tendance en l'appelant et lui laissant souvent des messages vocaux hostiles et menaçants. Le documentaire révèle comment plusieurs adolescents de Naples ont appelé Wrinkles pour le menacer de violence ou le provoquer avec des insultes. Lors des interviews avec le clown effrayant, nous découvrons les difficultés qu'il rencontre après avoir diffusé son numéro partout en ville. Il réécoute d'anciens messages laissés par des parents et des adolescents, ce qui change la perspective et révèle la véritable menace. Il révèle qu'il n'est pas la véritable menace, soulignant comment les parents infligent des abus psychologiques à leurs enfants en utilisant son personnage effrayant comme moyen de punition. On découvre aussi que la véritable menace dans ce documentaire, c'est la jeunesse. L'artiste révèle qu'un client lui a demandé de soi-disant kidnapper une petite fille, vraisemblablement une parente de l'appelant. Un autre message vocal diffusé par le clown révèle des mentions de fluide vital utilisés dans des œuvres d'art et des efforts pour déclencher un massacre de masse. Numéro 13. Rats est un film documentaire de 2016 réalisé par Morgan Spurlock, basé sur le livre de Robert Sullivan. Il raconte l'infestation répugnante de rats dans les grandes villes du monde entier. Le film se concentre sur ces infestations et les procédures barbares d'extermination allant de l'empoisonnement au matraquage. Alors que Ra détaille une guerre contre les nuisibles, il nous emmène également au temple Karni Mata au Rajasthan, en Inde, où l'on croit que les rats sont la réincarnation des personnes décédées. Le documentaire met en scène le légendaire exterminateur vétéran de Brooklyn, Ed Sheehan, dont les interviews ont transformé ce film en une scène grotesque digne d'un film d'horreur. Ed apparaît dans un sous-sol plongé dans l'obscurité, éclairé de façon saisissante. Il mâchonne un cigare et livre son témoignage avec une froideur qui rappelle un parrain de la mafia tout droit sorti d'un film noir. Dans cette scène inquiétante, l'exterminateur révèle comment il a passé 50 ans en première ligne à lutter contre la population de rongeurs.
Il donne l'impression qu'il s'agit d'une véritable guerre et qu'il est le seul à la mener. Au lieu d'offrir une assurance calme dans cette guerre contre les rats, Ed donne une analyse troublante de l'espèce. Il les décrit comme sophistiqués et diaboliques, comme si leur intelligence était comparable à celle d'un agent hautement entraîné. Il note que les rats apprennent des erreurs de leur groupe et s'adaptent vite. Il répète aussi la même statistique troublante. Il y a facilement un rat pour chaque personne vivant dans la ville. La conclusion la plus inquiétante de son témoignage dans le documentaire est son aveu que nous ne pouvons pas vraiment éradiquer les rongeurs. Les exterminateurs n'essaient même plus de les éliminer. À la place, ils suppriment les colonies et essaient simplement de les décourager. Le documentaire se termine par les derniers mots d'Ed, affirmant avec insistance que les rats survivront, en fin de compte, aux humains. Numéro 12. Le trouble de l'intégrité corporelle, ou BAID, est une affection médicale officiellement reconnue, où la personne concernée ressent un décalage pénible entre son anatomie et l'image mentale qu'elle a de son corps. Le BID n'est pas lié à la dysmorphie corporelle, mais la personne concernée a l'impression que son état valide est une erreur et ressent donc un désir irrésistible d'amputer le membre qu'elle considère comme étant de trop. Le film Whole de 2004 explore cette condition rare en examinant les vies tumultueuses de plusieurs personnes diagnostiquées avec le BID, qui découvrent que la seule option qui s'offre à elles est de retirer un membre qu'elles perçoivent comme inapproprié. Tout au long du film, les spectateurs découvrent la vie de ces personnes, accompagnées d'explications et de témoignages de psychiatres. Beaucoup des personnes interviewées ont expliqué comment leur condition a commencé, évoquant souvent leur enfance lorsqu'elles ont remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Ils ont expliqué qu'au début, ils ont traversé une phase où ils tentaient d'ignorer leur obsession en bandant leurs membres, utilisant des béquilles ou cachant un bras sous leurs vêtements. Ce n'était pas pour se divertir, mais pour soulager temporairement leurs pensées angoissantes quotidiennes. C'était un effort pour faire correspondre leur corps à la façon dont ils se percevaient eux-mêmes. Cette phase de simulation s'est estompée à l'âge adulte lorsque les personnes concernées ont réalisé qu'elles avaient désormais le pouvoir de faire quelque chose à propos de ces erreurs qu'elles percevaient. Pour certains, comme Kevin, la seule solution était de demander à un chirurgien d'amputer une jambe saine. Mais ce ne fut pas le cas pour Georges Boyer, qui éprouvait une aversion extrême pour l'une de ses jambes, jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Dans cette interview, il explique que le désir de retirer ce membre est devenu irrésistible et qu'attendre l'approbation médicale lui paraissait impossible. Alors il s'est débarrassé lui-même de sa jambe, il a utilisé une arme à feu pour causer des dommages irréparables à son membre, ce qui a entraîné son amputation. Dans son témoignage, il affirme ne ressentir aucun regret, seulement du soulagement. Le décalage a disparu et il a enfin trouvé la paix. Numéro 11. En 2017, le documentaire américain Voyeur est sorti, racontant l'histoire vraie d'un homme qui non seulement espionnait les clients de son motel, mais a aussi consigné tout ce qu'il a vu. Des rencontres romantiques jusqu'à un homicide. Gérald Fuss observe ses clients depuis le grenier, installé sur sa plateforme derrière des bouches d'aération aménagées dans le plafond. Pendant des décennies, Fuss a espionné ses visiteurs, puis il s'est assis avec le célèbre journaliste Guy Talese pour tout lui raconter lors d'une série d'entretiens troublants. Le film commence par une introduction de Talese, puis enchaîne rapidement sur une interview étrange avec le voyeur, qui pense n'avoir rien fait de mal. Fuss affirme qu'il ne se considère pas comme un criminel, même pas comme un simple voyeur. Au lieu de cela, il insiste sur le fait que ses activités d'espionnage étaient uniquement menées à des fins de recherche, car il a grandi dans un foyer où il était protégé des interactions humaines habituelles et où on ne lui a pas appris ce que sont certaines choses, ce qu'elles signifient ou pourquoi elles sont faites. Il explique cette méthode troublante en disant que les gens montrent leur vraie nature quand ils ne sont pas observés, ce qui explique pourquoi les clients de son motel ignoraient sa pièce secrète. Il explique ensuite comment il a décidé d'observer les gens depuis le grenier de son motel et comment il l'a d'abord avoué à sa femme. Il a dit à sa femme qu'il était un voyeur et qu'il avait besoin d'un laboratoire, un laboratoire absolument infaillible pour empêcher quiconque de le découvrir. Le laboratoire dont il parlait était le motel qu'il a acheté peu de temps après. Son emplacement se trouvait dans un piège à touristes bien connu et des gens venant d'autres régions du pays ou du monde s'arrêtaient ici pour se reposer sans savoir qu'un homme à l'étage observait chacun de leurs gestes. Numéro 10.
Tell Me Who I Am, un documentaire de 2019 produit par Ed Perkins, se concentre sur les frères jumeaux Alex et Marcus Lewis. Après un accident de moto à 18 ans, Alex a perdu la mémoire et Marcus a essayé de lui reconstituer son enfance. Le film devient peu à peu une histoire sur ce que Marcus a choisi de taire. C'est dans la dernière partie du film, l'acte 3, que tout ce qu'Alex avait entendu sur sa vie a atteint son paroxysme. Ici, il a avoué ignorer qui il est, laissant à Marcus le soin de lui fournir la dernière pièce du puzzle. Dans ce cas, l'entretien a été mené entre les deux frères et filmé par les documentaristes. Des respirations nerveuses, des gestes mal à l'aise et des rires forcés préparaient les spectateurs au rebondissement final du documentaire. Marcus a dit qu'il pensait que son frère lui faisait assez confiance pour ne pas tout lui expliquer. Alex répond que c'était extraordinaire, qu'il faisait confiance à tout ce qu'il disait sans jamais douter, jusqu'à ce que certains aspects ne collent plus. Alex évoque une séparation silencieuse, un secret, et tente désespérément de questionner, tandis que Marcus tente tout aussi désespérément de ne pas répondre. Marcus se souvient du jour où son frère lui a demandé s'ils avaient été maltraités par leur mère, et comment il a simplement répondu « oui » sans rien ajouter. Il s'est avéré qu'il y avait en fait bien plus derrière ce « oui » que quiconque aurait pu imaginer, et cela a été révélé ici, dans cette même interview. La gorge serrée retenant ses larmes, Marcus explique qu'il n'a jamais révélé à son frère le sombre secret de famille, parce que, s'il l'avait fait, il aurait dû tout revivre lui aussi. Même à ce moment-là, il n'a pas pu dire la vérité en face à son frère, et l'a dirigé vers un enregistrement d'un secret tordu. Un secret qui laissait entendre que les abus qu'ils avaient subis enfants étaient un bien plus profond et bien plus grave qu'ils ne l'avaient jamais laissé paraître. La révélation était troublante, un ton donné par les voix étouffées, la pièce faiblement éclairée et la table nue à laquelle ils étaient assis. Numéro 9. Crazy Love, réalisé par Dan Kloros et Fisher Stevens, explore la relation troublante entre deux avocats new-yorkais, les avocats Burt Pagash et Linda Rice. Pagash aurait engagé des criminels pour jeter de la chaux au visage de Linda, la rendant aveugle et la laissant défigurer à vie. À la suite de cet incident, Pagash a été emprisonné. Mais à sa libération, le couple a repris leur relation et s'est marié peu de temps après. C'était une romance de conte de fées, a souligné Burt en relatant les faits dans le documentaire d'amour intense et troublant. Lors des interviews, Burt montrait un manque de remords troublant. Il ne ressentait aucune culpabilité pour ce qu'il avait fait et il ne pensait pas non plus qu'il y avait quoi que ce soit de mal dans son comportement. L'homme avait un ton manipulateur lors de l'entretien, paraissant calme, factuel et parfois même charmant. Il évoquait avoir fait défigurer et rendre aveugle sa femme par des criminels, comme s'il s'agissait d'une simple dispute et non d'une agression glaçante qui mettait le public mal à l'aise. Linda restait tout aussi monotone en parlant de la situation et ne trouvait aucune raison valable d'expliquer son retour vers Bird après tout ce qu'il avait fait. Sa relation avec Bird ne semble pas motivée par l'amour, et il n'y a aucun sentiment de pardon non plus. Son témoignage est marqué par une attitude fataliste, ce qui rend l'histoire réelle encore plus dérangée. Numéro 8. Brian Carberry, dans le documentaire de Clay Twill de 2015, À qui la trouvaille, se concentre sur John Wood. Wood essaie de récupérer sa jambe momifiée auprès d'un autre homme nommé Shannon Wisniewski. Wisniewski, peu enclin à restituer le membre, dit l'avoir trouvé dans un grill acheté lors d'une vente aux enchères de garde-meubles. Wood explique qu'il a été victime d'un accident d'avion qui a entraîné l'amputation de sa jambe. Il voulait garder le membre comme relique, mais il devait d'abord le momifier. La jambe finit ensuite sur son propre barbecue dans un abri de jardin, où elle subit une forme primitive de momification. Après l'avoir oublié quelques années, il n'avait plus d'argent pour garder l'abri. Alors le propriétaire l'a vendu aux enchères et Shannon Wisniewski l'a acquis. Wisniewski, d'abord troublé, contacte la police qui confisque la jambe. On pourrait donc supposer qu'il ne voudrait plus s'en mêler. Mais lorsque la nouvelle de la jambe au barbecue a fait le tour des médias, Wisniewski y a vu une opportunité d'en tirer profit et s'est rebaptisé Footman, allant jusqu'à faire fabriquer des t-shirts et vendre des visites du barbecue qui avaient autrefois abrité une jambe momifiée. John a appris l'histoire et la bataille pour la garde de la jambe perdue a alors commencé. Parmi les déclarations particulièrement troublantes faites par l'entrepreneur, on trouve une provocation puérile selon laquelle il devrait être autorisé à garder le membre simplement parce qu'il l'a trouvé. Shannon mentionne son idée d'exposer la jambe s'il la récupère un jour de la police, et il prévoit de tirer profit de visites macabres. Son manque d'empathie dans cette situation est profondément troublant. Numéro 7. Le documentaire américain sur le true crime, The Vow,
est une série qui explore les coulisses de la secte NXIVM et de son chef, Keith Raniere. Keith a été condamné pour racket, conspiration et traite d'êtres humains, parmi de nombreux autres crimes. La série documentaire examine aussi le rôle d'Alison Mack dans le recrutement de membres pour cette secte. La première saison repose sur les témoignages d'anciens membres détenant des informations troublantes sur les activités criminelles de NXIVM. Dans le documentaire, nous rencontrons Nancy Salzman, cofondatrice et présidente de la secte. Les interviews montrent qu'elle dirigeait les séances d'exploration en réunion, utilisées pour extraire les secrets des membres de la secte, ensuite exploités pour les faire taire et obtenir leur soumission. Les spectateurs ont été troublés par ses justifications et son absence de remords en évoquant son rôle dans l'organisation. Salzman et ses filles ont eu du mal à saisir l'ampleur des abus qui avaient eu lieu et ont privilégié leur loyauté envers le chef, Raniere, au lieu de reconnaître les traumatismes importants qu'elles avaient infligés aux membres. Elles ont ensemble minimisé les actes et comportements de la secte. Dans des interviews avec d'anciennes adeptes, les spectateurs découvrent l'existence d'un groupe secret réservé aux femmes qui fonctionnait au sein de la secte selon une dynamique de maîtres et d'esclaves. Les membres racontent avoir dû donner des informations humiliantes à des responsables pour être réduites au silence sur leurs abus. Numéro 6. We Live in Public est un documentaire d'avertissement qui examine Josh Harris, pionnier d'Internet, fondateur de Sudo.com et millionnaire. Le film suit son obsession pour les médias, la technologie, l'identité et le terrarium humain qu'il a construit sous New York. Tout au long du documentaire, la caméra revient souvent sur Harris, qui s'exprime de façon particulièrement détachée sur les relations humaines. Il voit les émotions comme des systèmes, pas comme des expériences. Le film se concentre sur le thème récurrent de l'attachement émotionnel de Harris à la télévision pendant son enfance, et sur la façon dont l'idée de créer des environnements où tout le monde observe tout le monde est devenue sa seule manière de créer des liens avec les autres. Au fur et à mesure que le film avance, ce thème devient de plus en plus dérangeant, et dans l'acte suivant, le film se concentre sur l'expérience silencieuse « Nous vivons en public » menée par Harris. Le projet a été réalisé en 1999 et a vu environ 150 personnes vivre ensemble dans un espace souterrain où tout était un événement public, y compris dormir et se doucher. Dans cette expérience, chacun pouvait voir tout le monde en permanence. Dans le documentaire, ceux qui ont participé à cette expérience expliquent que, bien qu'ils soient entrés volontairement, avec le temps, leur état mental a commencé à changer. Harris désigne les participants et est interviewé comme des sujets d'expérience, pas comme de vraies personnes. Les entretiens avec cet individu révèlent comment il considère l'effondrement émotionnel, les conflits et l'intimité comme des données plutôt que comme des expériences. La distance humaine que dégage Harris rend le documentaire troublant. Il insiste pour que la société accepte le fait que nous vivons en public, en ligne, et que nous sommes constamment observés. Il a dit « Les lions et les tigres étaient autrefois les rois de la jungle, puis un jour, ils se sont retrouvés dans des zoos. Je pense que nous suivons la même voie. Un jour, nous allons nous réveiller et nous rendre compte que nous sommes tous des serviteurs. » Numéro 5. Rencontre rapprochée du cinquième type est un documentaire de 2020 avec le docteur Stephen Greer, qui explore comment les êtres humains pourraient établir un contact bilatéral, pacifique, avec des civilisations extraterrestres. Selon un critique, le film est le portrait d'un homme qui affirme pouvoir communiquer avec des extraterrestres. Il se concentre sur un ancien médecin affirmant avoir rencontré des extraterrestres et découvert comment communiquer avec eux. Les affirmations du documentaire deviennent de plus en plus extravagantes au fil du temps. Rencontre rapprochée du cinquième type s'appuie sur des scientifiques, des chercheurs et des lanceurs d'alerte qui contribuent à un récit étrange et troublant. Le docteur Greer et ses invités explorent des récits déjantés lors d'entretiens étranges, tout en exposant des idées complexes. Bien qu'ils ne ressemblent pas à des conspirationnistes illuminés, mais plutôt à des personnes sophistiquées, les affirmations des personnes interviewées deviennent de plus en plus sinistres et étranges. Greer et les autres personnes interviewées soutiennent que les citoyens ordinaires peuvent eux-mêmes entrer en contact avec des extraterrestres grâce à une forme spécifique de conscience, sous des conditions très strictes. Adam Curry, un chercheur dans ce domaine, apparaît dans le documentaire où il discute de l'intersection entre la conscience et la réalité physique. Il suggère que notre conscience n'est peut-être pas du tout quelque chose de privé et qu'elle peut être transmise à distance, si seulement nous parvenions à en libérer le pouvoir. Mais c'est le témoignage du Dr Russell Targ qui a vraiment marqué les spectateurs, en grande partie à cause de son haut rang.
Le physicien et cofondateur du programme de vision à distance de l'Institut de recherche de Stanford, soutenu par la CIA, a soutenu que la conscience n'est pas limitée par l'espace et le temps. Et il explique que la vision à distance prouve que l'esprit peut percevoir des cibles cachées, quelle que soit la distance, affirmant que la conscience humaine n'est pas locale. Tark, un individu soutenu par la CIA, révèle qu'il soutient la prémisse du film, à savoir que la pensée et l'intention humaine peuvent influencer le monde physique. Et il conclut sa déclaration en insistant sur le fait qu'à travers des états mentaux apaisés, on peut entrer en contact avec des civilisations extraterrestres avancées. Un concept époustouflant qui a fait passer le documentaire d'une théorie du complot délirante à une illumination potentiellement soutenue par les services de renseignement. Numéro 4. La série documentaire en 4 parties, The Deep End, suit l'influenceuse spirituelle et auteure Teal Swan pendant 3 ans, les documentaristes ayant eu accès à Swan et à son cercle rapproché. Les spectateurs entendent parler de ses allégations de maltraitance, de son ascension vers la célébrité et des accusations selon lesquelles elle serait une gourou de secte. Swan suscite de vives inquiétudes dans le documentaire et se montre hostile dans la série lorsqu'elle est directement remise en question par des personnes extérieures. Elle se montre condescendante envers ses adeptes et exige d'être placée au-dessus des autres. Son comportement contrôlant est devenu si extrême que les spectateurs ont eu du mal à regarder, notamment lorsqu'il a poussé plusieurs membres du groupe à s'en prendre à une seule personne lors d'une discussion filmée. Les critiques entre ses membres sont devenues très personnelles et ont mené à une confrontation. Quand un membre a remis en cause la direction de Swan, la tension a envahi la pièce. Le moment, cependant, était sans cri ni altercation, mais marqué par une troublante absence d'émotion. La scène évoque plus une pression sociale qu'un dialogue, transformant le récit d'une influence spirituelle en une attitude de contrôle et de domination potentiellement nuisible pour ceux qui espéraient que Swan résoudrait leur traumatisme. En 3e position, le réalisateur Spencer McCall reconstitue l'histoire de l'Institut Jejune dans le documentaire de 2012, L'Institut. Le film explore un jeu de réalité alternative à San Francisco, ayant attiré environ 10 000 personnes, dont beaucoup ignoraient vraiment dans quoi elles s'étaient engagées. The Institute leur permet d'expliquer comment Jejune a brouillé la frontière entre fiction et réalité, avec d'étranges conséquences. Le film débute avec plusieurs participants racontant avoir trouvé d'étranges affiches, invitant à visiter le mystérieux institut. En arrivant dans cet endroit étrange, les participants sont initiés au jeu à travers des vidéos étranges et des indices cryptiques. Lors de ces entretiens, l'humanité des participants s'estompe lentement. Ils parlent d'un jeu de réalité alternative avec le sérieux réservé à la religion, à un événement marquant ou à une thérapie. Les personnes interrogées adaptent leur langage inconsciemment. Ils disent avoir été choisis pour participer, pas initiés au jeu, qu'ils désignent comme une autre couche de réalité qui leur était auparavant cachée. Les joueurs admettent qu'ils ne savaient parfois pas faire la différence entre un inconnu et un autre acteur de l'Institut Jejune. Ils se demandaient si de simples appels téléphoniques recelèrent des indices et voyaient chaque coïncidence comme une preuve. Les entretiens ont brossé un tableau angoissant. Les frontières entre vie réelle et réalité alternative se sont estompées sans vraiment les déranger. Lorsque le jeu s'est terminé, les personnes interrogées ont décrit leur vie comme terne et moins significative, durablement affectée par ce jeu étrange qu'elles semblaient incapables de décrire. Numéro 2. Le documentaire japonais de 1997, L'armée nue de l'empereur marche encore, suit le vétéran de 62 ans, Kenzo Okuzaki, alors qu'il tente de venger 2 soldats tombés au combat de son ancienne unité, et de tenir l'empereur Showa responsable des souffrances de la guerre. Au fil de sa quête, une altercation physique et son insistance révèlent finalement la vérité. Une vérité pleine d'horreur qui a tenu les spectateurs en alerte. La quête de réponse de Kenzo n'a pas été de tout repos. Il était souvent impliqué dans des conflits débutant par des insultes et finissant par des violences physiques. À un moment du documentaire, s'il déclare « La violence, c'est mon point fort ». Le film montre ses entretiens avec d'anciens soldats et officiers, chacun offrant une version différente de ce qui est arrivé aux 2 hommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Certains pensent quant à que la désertion a causé leur mise à mort, d'autres qu'ils ont été punis pour des violences envers les autochtones de Nouvelle-Guinée. Après une longue croisade de nombreux entretiens et des questions restées sans réponse, Kenzo se livre à un moment de confidence qui révèle un récit troublant. Il s'entretient avec le capitaine Koshimitsu qui affirme avoir ordonné l'exécution des 2 hommes. D'autres soldats interrogés dans le documentaire ont confirmé les preuves, disant avoir dû finir le travail.
Un ancien sergent confie aussi à Kinzo, lors d'une autre interview, qu'un soldat a été cannibalisé après avoir été surpris à voler de la nourriture. Le sergent affirme aussi que les indigènes n'ont pas été cannibalisés car ils étaient trop difficiles à attraper et qu'à la place, des soldats japonais étaient forcés de marcher puis cannibalisés pour survivre. Numéro 1. Le documentaire oscarisé Marjo explore la vie de Marjo Gortner, un guérisseur par la foi qui, enfant, a été évangéliste à une seule occasion. Fils d'évangéliste professionnel, il a été entraîné dans le circuit des tentes de réveil du Sud et obligé de prêcher dès 3 ans. En conséquence, ses parents ont réalisé un joli profit dont il n'a reçu qu'une petite partie. Le film suit le retour de Gortner dans l'évangélisme, mais pas comme prédicateur. À travers des interviews en coulisses, il révèle qu'il ne croit plus à l'histoire qu'il raconte. Il a perdu la foi, et donc, à la place, il utilise la confiance des autres dans les croyances religieuses pour en tirer profit. À travers ses conversations franches, il révèle qu'il ne fait ça que pour l'argent et montre même au réalisateur comment il escroque des croyants sans méfiance pour de l'argent. L'évangéliste adopte un ton troublant lorsqu'il parle de son entreprise. Cela semble dit d'un ton détaché, sans aucun remords ni culpabilité. Le documentaire alterne croyants en larmes, coulisses, représentations théâtrales et conversations mécaniques. À un moment, les spectateurs regardent une foule rassemblée pour écouter le prédicateur prêcher. Et l'instant d'après, ils se retrouvent plongés dans une enquête troublante qui leur donne des frissons, agacés par le mensonge, joué devant un public sans méfiance. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais moi, c'est Top 5 Inconnus et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.